Salut à tous, c'est Frédéric Delavier. Ce soir, je voulais vous faire une petite vidéo pour vous parler de la vie et pour vous parler des formes que la vie peut prendre dans l'univers. Et vous allez voir que si dans les films fantastiques, dans l'imagination des auteurs de films fantastiques, de livres fantastiques, de bandes dessinées fantastiques, la vie peut prendre des formes délirantes, dans la réalité, la vie ne peut prendre qu'un seul chemin. Pour vous faire comprendre tout ça, je vais vous lire un petit texte que j'ai écrit hier, petit texte qui sortira dans la suite de l'éveil des consciences, qui s'appelle l'éveil des consciences 2, pensée pour moi-même et pour les autres, petit texte pour vous expliquer le chemin que prend la vie. Alors ce petit texte s'appelle « Il n'y a qu'un chemin pour la vie et la conscience ». À chaque début de cycle, à chaque commencement, quand la vie organique ou économique, qui n'est qu'une extension de la vie organique, débute ou reprenne après un effondrement cataclysmique, la vie organique ou économique, sans concurrence, expérimente alors une multitude de formes, de la plus simple à la plus extravagante. Dans un milieu vierge, la vie qui au début se développe de façon exubérante, sans contrainte, en dehors des limitations imposées par les lois physiques du monde, cette vie se trouve à un certain moment confrontée à la concurrence énergétique interne des organismes qui la composent. À ce moment précis, la vie, qu'elle soit organique ou économique, subit un effondrement de sa diversité pour ne conserver que les formes les plus efficientes, c'est-à-dire les plus performantes et économiques en même temps, capables d'éliminer une concurrence moins performante et moins économique, afin de prendre et de conserver l'énergie et s'étendre pour coloniser l'espace et se maintenir dans le temps. Ainsi, si dans un premier temps la vie semble être capable de prendre toutes les formes, même les plus délirantes, confrontée à sa propre concurrence interne, elle finira par ressembler à ce que l'économie et la performance lui imposeront, générant des formes de vie qui seront toujours plus ou moins identiques en forme et en comportement, moulées par les milieux physiques et la concurrence organique. Si l'univers est fait pour générer la vie, c'est toujours les mêmes formes et les mêmes comportements qui finissent par s'imposer, moulés par l'obligation d'efficience. Et si le milieu le permet, c'est toujours une créature humanoïde qui finit, ici et ailleurs, par accueillir en elle la conscience du monde. Et cette spiritualité donnée par le Verbe qui permet, grâce aux notions de temps, de concevoir l'esprit dans le corps, en d'autres lieux et d'autres temps, permettant de concevoir l'esprit, son esprit, et celui de Dieu ou du monde, ce qui est la même chose. Les humanoïdes, ici et ailleurs, sont donc la forme de vie la plus adaptée pour accueillir une intelligence supérieure capable de se concevoir comme la conscience du monde et capable de générer des civilisations technologiques qui finiront par intégrer dans les machines, qui finiront par intégrer dans les machines, qui créeront une copie de leur conscience. Conscience plus ou moins immortelle, capable de traverser le temps et l'espace pour générer la vie organique là où le milieu lui permettra de s'épanouir, recommençant ainsi le cycle. Voilà, petite vidéo pour vous expliquer que nous sommes moulés en fin de compte par le milieu et que la concurrence de la vie entre elles lui impose des formes qui sont toujours plus ou moins les mêmes, même si le chemin peut être un peu différent en fonction des variations du milieu. La vie, si elle est faite pour accueillir la conscience, sera toujours une vie qui accueillera cette conscience dans un être humanoïde dans un premier temps. Seule façon d'avoir un être humanoïde et seule façon d'avoir des civilisations capables de générer des technologies. Alors il y a d'autres animaux bien sûr qui peuvent avoir cette
conscience presque verbalisée comme l'éléphant, puisqu'ils ont ils ont les mêmes contraintes que les hommes et ils ont les mêmes outils permettant de générer la conscience, c'est-à-dire des indicateurs spatio-temporels. L'éléphant, c'est la trompe, l'homme, c'est la main, qui lui permettait, en savane, hein, dans un espace découvert, et pas en forêt, où le présent est autour de toi, c'est la verdure, la canopée, la forêt. Il n'y a pas d'espace permettant d'indiquer le futur et le passé, mais en savane, avec des membres visibles, on peut indiquer où l'on va, où l'on vient, comme l'éléphant avec la trompe, hein, comme l'homme avec les mains. Et par cela, on peut même mettre des sons sur des gestes et il nous reste des notions de temps dans le langage permettant à ce moment-là de parler du futur, de parler du passé et de préméditer des actions en groupe, ce qui est la première étape vers un être supérieur prenant progressivement possession de tous les milieux et s'imposant parmi les autres formes de vie. Voilà. Alors c'est intéressant de comprendre que c'est le milieu, hein, qui moule et la concurrence organique, le milieu physique et la concurrence organique qui pousse par l'efficience, donc l'efficacité, la performance associée à l'économie, hein, puisque si on est trop consommateur, on n'est plus en vérité performant, même si on a une performance en course et qu'on consomme trop, c'est pas bon, hein. La vie est toujours basée sur des critères qui sont performance associée à économie pour durer et s'imposer. C'est ainsi que on a 2 bras, parce qu'en avoir 4, ça consomme trop, c'est trop long à développer, ça n'apporte pas assez d'avantages pour trop d'inconvénients, hein. C'est dur, à créer et ça demande beaucoup d'énergie. Donc 2 bras, c'est grandement suffisant. L'éléphant n'en a qu'un, hein, c'est sa trompe, ça pose aussi des problèmes. En plus, il est lourd, il n'a pas d'ennemis, mais bon, il ne peut pas faire de civilisation technologique vu qu'il est limité au niveau des outils à cause de sa trompe et de sa taille aussi. Donc, l'homme, par exemple, hein, ou même les animaux ont 2 yeux, hein. Pourquoi? Alors, il y en a des petites espèces qui en ont un peu plus, mais en fin de compte, c'est un peu différent. Mais on va dire qu'à un certain niveau de taille, les animaux ont 2 yeux, et pourquoi ils n'en ont pas un troisième derrière la tête, hein, pour voir ce qui arrive derrière, hein. C'est mieux si on est une proie, hein. Non, parce que ça sert pas à grand chose, ça peut s'infecter vite et un coup qui bouge à droite et à gauche fera l'affaire en étant beaucoup plus efficace et économique, sans risque d'infection et de blessure. Et 2 yeux, c'est grandement suffisant pour faire une triangulation et calculer les distances, hein, par un focus de ses yeux. En avoir 3 n'apporte pas grand-chose. On est toujours dans l'efficience, hein. Donc la vie génère la vie et génère toujours les mêmes formes et à peu près les mêmes outils permettant son expansion, hein, dans le temps et l'espace, tout simplement. Donc c'est très intéressant de voir que c'est tout le temps la même chose. Alors on a étudié ça, hein, au début de la vie organique, il y a des couches sédimentaires très profondes, on retrouve des organismes au début, quand il n'y avait pas encore, on va dire, cette vie basée sur la concurrence entre elles, et on s'est aperçu qu'au début, hein, la vie prend une multitude de formes dans les fossiles. Alors bien sûr, c'est des petits animaux, hein, ce ne sont pas des vertébrés, c'est des petits arthropodes, et les prémices de la vie, hein, organique, non uniquement cellulaire, hein. Donc on s'aperçoit qu'il y a une explosion de la diversité et que cette diversité, à un moment, chute. Pourquoi? Parce que ce sont les plus efficients qui prennent toutes les niches et ceux qui étaient les plus délirants en forme, même si sans concurrence ça marchait, à partir du moment où il y a une concurrence, tout ça disparaît. Alors on peut voir ça aussi, c'est très intéressant de s'apercevoir de ça, parce que moi, vous savez, j'étais dans les pays, je vis dans les pays de l'Est, hein, dans les pays d'Europe centrale, on va dire. Donc j'ai vécu la Roumanie après Ceausescu, j'ai vécu la Hongrie à l'époque de l'explosion, quand elle est passée d'un système plutôt communiste, hein, à un système un peu capitaliste. J'ai vu cette explosion économique en Hongrie où tout le monde tentait tout et n'importe quoi au niveau économique. On ouvrait des commerces de tout ce qu'on peut trouver, des plus utiles aux plus délirants, et avec les années, tout ça s'est calmé et il ne reste plus qu'un ensemble de commerces assez uniforme, hein, ressemblant au commerce que l'on trouve dans les pays occidentaux
classiques, hein, plus à l'ouest, qui, eux, ont vécu, n'ont pas vécu cette explosion et vivent avec le capitalisme depuis plus longtemps. Donc, on générait une espèce de stabilité, éliminant tous les systèmes qui ne marchaient pas. Donc, c'est très intéressant de comprendre ça et de comprendre que la vie économique est en vérité une vie organique, hein. C'est la même chose, hein. Ce sont des organismes, hein. La sécurité sociale est un organisme, une société est un organisme. Ce sont des organismes et tous les organismes sont régis de la même façon, donc le plus efficace et le plus économique, hein, le plus performant et économique en même temps, étant le plus efficace, bien sûr, pour la survie, que ce soit un organisme biologique ou un organisme économique de notre société, qui n'est qu'une extension de la biologie en vérité. Voilà, voilà petite vidéo pour vous parler un peu de la vie, des formes que peut prendre la vie. Alors évidemment, les gens se posent des fois, les ufologues, sur le phénomène ovni, sur le phénomène extraterrestre. S'il y avait des extraterrestres, ils seraient peut-être humanoïdes, mais effectivement, le problème de l'espace et du temps peut générer des contraintes qui font que les humanoïdes ne pourraient pas survivre. Et de toute façon, l'important, c'est la vie. Et cette vie, ces civilisations peuvent très bien générer des machines qui intégreront en elles une forme de conscience, hein, conscience morte peut-être, mais conscience qui peut à ce moment-là traverser le temps et l'espace, hein, les espaces intersidéraux, hein, l'espace intergalactique comme on voit dans les films, pour peut-être essaimer la vie ou faire en sorte d'aider la vie quand ils en rencontrent, puisque l'univers a cette programmation en lui, hein, de générer la vie quand la vie est, est placée au bon endroit, c'est-à-dire en général sur une planète pas trop éloignée d'une étoile pour que cette planète soit pas gelée et pas trop proche pour qu'elle ne crame pas, hein, et qu'elle ne soit pas toute carbonisée, et que cette planète puisse conserver de l'eau, hein, et puisse abriter la vie. Alors on dit oui, bien sûr, on pourrait faire de la vie sous une autre forme que celle du carbone, hein. On en parle beaucoup, hein, c'est très bien. Ceci dit, les contraintes physiques, hein, et les contraintes de l'économie et de l'efficacité feraient qu'elles soient basées sur une certaine molécule ou une autre, générerait à plus ou moins long terme les mêmes formes. Mais en général, si c'est du carbone ici, il y a de grandes chances que la vie soit basée sur le carbone ailleurs, hein, c'est ça, je crois, hein. Bon, c'est pas ma spécialité, mais on va dire que dans un système économique classique, le monde générera tout le temps la même chose, c'est-à-dire ce qui est le plus efficient. Et c'est très intéressant de le comprendre. Alors, pour l'économie, on pourrait dire, ben oui, regardez, on pourrait avoir des membres en tentacules, un peu comme l'éléphant a une trompe, qui est une tentacule quelque part, puisque ce n'est pas osseux, c'est un système musculaire extrêmement innervé et complexe, permettant de faire bouger par des modulations de contraction musculaire d'un ensemble de fibres longitudinales musculaires très innervées et d'une façon très complexe, hein, faire bouger ce bras pour aller chercher des objets. Malheureusement, bon, ça marche chez l'éléphant qui consomme beaucoup et qui n'a pas d'ennemis, mais c'est un système qui est en vérité peu économique et qui demande un long apprentissage nerveux, et en tout cas un système nerveux extrêmement développé et surdéveloppé, ce qui fatigue l'organisme aussi, hein, ce qui n'est pas le plus efficace pour aller chercher des objets, puisque ça demande des connexions nerveuses pour faire varier en modulation ces contractions musculaires pour bouger dans tous les sens. Ces ensembles de muscles qui font bouger, on va dire, ce membre non osseux. Si on prend un membre osseux, c'est beaucoup plus simple à faire bouger, puisque déjà l'ossature, et vous savez que je m'intéresse à la biomécanique, c'est mon métier, hein. Quand je dis c'est mon métier, c'est que je gagne 10 000 € par mois avec, entre autres, hein, des fois plus, des fois moins. Donc c'est mon métier, la biomécanique, et un membre osseux est plus économique au fonctionnement qu'un membre non osseux, par exemple d'éléphant qui a la trompe, lui il est osseux quand même, hein. Et ça demande beaucoup moins, en fin de compte, de connexion nerveuse. Et si vous regardez le cervelet d'un éléphant, il est bien plus développé
et les nerfs qui vont jusqu'à ces trompes sont énormes. Il y en a énormément et on voit le développement du cerveau de l'éléphant qui est un cerveau qui est fait pour bouger cette trompe et une grande partie de ce cerveau, le système nerveux, est utilisé pour ça. Ils ont des énormes trous ici qui laissent passer des énormes nerfs. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on sait que, en regardant des squelettes d'éléphants ou d'ancêtres d'éléphants, qu'ils ont une trompe plus ou moins développée, puisque les nerfs qui sortent de ces foramen qui bougent, qui activent la trompe, sont plus ou moins gros en fonction de l'appendice à développer. Ces appendices demandent énormément d'énergie. Donc, c'est pas ce qui est le plus économique, hein. C'est pour ça que des êtres tentaculaires seraient remplacés très rapidement par des êtres osseux avec des membres osseux plutôt que des membres tentaculaires. L'éléphant est une exception, hein. Ça marche, mais on va dire que c'est pas le plus efficace pour arriver à avoir un membre, un outil capable de fabriquer des outils de haute performance. Non, c'est pas ce qu'il y a, même si eux ont ça, ils peuvent peindre, hein, on a vu, hein, même si c'est appris un peu par cœur, ils peuvent déplacer des objets avec une grande précision, se caresser, mais c'est pas ce qui est le plus efficace. C'est comme pareil pour la pieuvre, hein. Bon, alors la pieuvre a un autre système de vie et de reproduction, puisqu'elle ne vit pas très longtemps, hein, puisqu'elle pond des milliers d'œufs, ce qui lui permet, en fin de compte, d'avoir une efficience dans sa reproduction. Donc, ils n'ont pas besoin de vivre longtemps. Ils compensent par une reproduction extrêmement efficace sans prendre soin des petits, mais ils ont une espèce de cerveau assez développé par ce système, hein, de tentacules qui leur permet d'être assez, sans être industriel, d'être capable de manier avec précision des choses. Voilà, mais ça ne fait pas des civilisations, bien sûr. Voilà. Voilà, petite vidéo pour vous parler de la vie dans l'univers, hein, et pour vous dire que la vie en général prend toujours le même chemin, moulé par le milieu, moulé par les lois physiques du monde et par les règles internes à la vie de la concurrence entre les organismes qui la composent. C'était Fred Delavier, je vous aime et paix sur terre!